Non, Claire. Tu ne fais plus partie de la succession. La phrase est tombée entre 2 tasses de café froid dans le silence raide du cabinet notarial. Je n'ai d'abord rien compris. Je fixais la bouche de Maître Besson, ses lèvres minces dessinant ces mots avec la précision d'un scalpel. Autour de nous, les stores laissaient passer une lumière grise, et le tic-tac de l'horloge résonnait comme une provocation. En face de moi, Paul, mon frère cadet, feuilletait les papiers avec une lenteur étudiée. Sa femme, Sophie, tapotait son téléphone, sans lever les yeux. Je sentais déjà, avant même que le notaire reprenne la parole, qu'ils savaient, qu'ils avaient su avant moi. Votre mère a modifié son testament en 2019, Madame Lemoine. Le nouvel acte, enregistré ici, révoque la disposition en votre faveur. Un mot, un seul, révoque. Il m'a giflé plus violemment que tout ce qu'on aurait pu dire. Je l'ai senti descendre dans ma poitrine, me couper le souffle. Révoque? Ai-je répété? Oui, madame, elle a choisi de ne léguer qu'à votre frère. J'ai tourné la tête vers Paul. Il a évité mon regard. Son doigt traçait distraitement un pli sur la nappe verte du bureau. Sophie, elle, a soupiré d'un air agacé, comme si la scène l'ennuyait déjà. C'est mieux ainsi, Claire. Maman disait que tu avais ta vie, ton appartement, ton indépendance. Paul, lui, s'est toujours occupé d'elle. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai simplement posé mes mains sur mes genoux pour ne pas trembler. Le mot « indépendance » sonnait dans ma tête comme une ironie cruelle. Oui, j'avais travaillé, j'avais bâti seule. Mais chaque week-end, chaque fête, chaque hiver, j'étais là pour elle. C'était moi qui allais à la pharmacie, moi qui l'emmenais chez le cardiologue, moi qui l'abordais le soir. Je ne comptais pas, c'est tout. Maître Besson s'est éclairci la gorge. L'acte est régulier. Il a été signé ici, en ma présence, et enregistré le jour même. Le jour même, elle sortait de l'hôpital. Elle a tenu à venir. Elle était faible, certes, mais lucide. Lucide. Encore un mot. Il sonnait comme un verdict médical. Ma mère, lucide. Ma mère qui oubliait parfois où elle avait posé ses lunettes, mais jamais le prénom de ses roses, ni la date de naissance de ses enfants. Je me suis penchée vers le dossier. J'ai vu la signature trembler au bas de la page, reconnaissable, mais vacillante, comme si la main avait hésité. Et juste au-dessus, présence de témoin, Paul Lemoine. Mon frère, présent ce jour-là, donc. Témoin, garant. Celui qui, sans doute, l'avait accompagné. Celui qui, peut-être, avait soufflé les mots qu'elle ne comprenait plus. Je me suis redressée. J'aimerais une copie. Bien sûr. Le notaire a imprimé la page, lentement, dans le cliquetis régulier de l'imprimante. Chaque bruit de la machine me donnait la sensation qu'on clouait quelque chose, mon nom, peut être à une porte close. Quand il me tendit la feuille, mes doigts tremblaient un peu. Je l'ai pliée en 2, puis en 4, puis en 8 pour qu'elle tienne dans ma poche. Je n'ai pas voulu qu'elle reste visible. En sortant, le froid m'a saisi. La lumière d'hiver sur les pavés de Poitiers était dure, coupante. Je marchais sans voir les vitrines, sans entendre les voitures. Les mots tournaient encore. Révoqué, exclu, oublié. J'ai pensé à ma mère, à ses mains tachées de vieillesse, à ses doigts tremblants quand elle me demandait « Tu crois qu'ils vont bien, Paul et Sophie ?» Ils ne viennent plus trop, tu sais. Et moi, bêtement, je répondais « Ils sont occupés, maman. Ils t'aiment à leur manière. » Je n'imaginais pas que cette manière consisterait à me chasser du papier de sa mémoire. En rentrant chez moi, j'ai ouvert la boîte où je gardais les lettres de maman. Des dizaines de petits mots, écrits à la main, parfois sur des tickets de caisse. « Ma Claire, j'ai fait ton gâteau préféré. Ma fille, ne te fatigue pas trop. La santé passe avant tout. » Rien ne parlait d'argent. Rien ne parlait d'injustice. Seulement d'amour. J'ai relu la dernière carte postale qu'elle m'avait envoyée, 3 mois avant sa mort. Un dessin de fleurs séchées, et ces mots. « Tu es ma chance. Je t'aime fort. » Je l'ai posé à côté de la copie du testament. 2 écritures, 2 vérités. L'une vivante, l'autre administrative. Entre les deux, un vide immense. Puis, j'ai allumé la lampe sur la table, sorti mon carnet noir, celui que je garde depuis toujours, celui où je note ce qu'on veut effacer. Et j'ai écrit, lentement, d'une main ferme. Aujourd'hui, j'ai appris que je n'hérite plus. Ni d'une maison, ni d'un nom. On m'a rayé du papier. Je veux savoir comment, pourquoi, et surtout, qui tenait le stylo.
J'ai fermé le carnet, soufflé la lampe, et j'ai murmuré dans l'obscurité. Maman, si tu n'as pas voulu ça, aide-moi à retrouver la vérité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'étais pas en colère encore. Pas encore. J'étais dans ce calme étrange où tout s'aligne. La douleur, le soupçon, la lucidité. Un calme de veille. Celui qu'on trouve avant de se battre, mais sans bruit. Et quelque part, entre les pages du carnet et la lumière qui s'éteignait, une phrase s'est formée en moi, nette, irréversible. Ils croient que j'ai tout perdu, mais ils ont oublié que je sais écrire. Avant les papiers, avant les mots froids, avant la trahison, il y avait elle et moi. Maman s'appelait Jeanne, une femme solide, droite, un peu rude parfois, mais dont les gestes avaient toujours le goût du soin. Nous vivions à Niort, dans une petite maison à la façade claire, bordée de lauriers. Mon père était parti tôt un accident de chantier, une absence trop vite apprise pour être comprise. Maman avait alors 2 enfants, Paul, 4 ans, et moi, 7. Elle disait souvent « Ce sont mes 2 jambes. Si l'une fléchit, je tombe. » Je l'ai longtemps cru. Les années 60 n'étaient pas tendres pour une femme seule. Elle travaillait à la poste, se levait avant l'aube, déposait des lettres aux 4 coins de la ville, puis rentrait le soir, le manteau trempé, les mains couvertes d'encre et de pluie. Mais elle trouvait toujours le temps de nous nourrir, de rire un peu, de nous border. Elle avait ce talent de rendre la fatigue belle. Je me souviens de ses doigts tachés de bleu, caressant mes cheveux quand j'avais peur de l'orage, de ses épaules voûtées sous le manteau, quand elle rentrait tard, et que Paul et moi faisions semblant de dormir. Je crois que c'est là, dans ces silences du soir, que j'ai appris ce que voulait dire tenir. Paul, lui, était le plus doux des garçons. Rieur, charmeur, un peu feignant, mais irrésistible. Maman l'adorait. Elle disait « Ton frère, il a le soleil dans la voix. » Et moi, j'avais la tête dans les livres. Elle ne le disait pas méchamment, mais j'ai compris très tôt que le soleil attire plus que la patience. Quand j'ai eu 10 à 8 ans, j'ai quitté la maison pour étudier à Poitiers. J'y ai travaillé comme secrétaire, puis comme aide-comptable. Paul, lui, est resté. Il s'est marié jeune, avec Sophie, et ils se sont installés à 2 rues de maman. Je venais tous les week-ends, chargée de courses, de linge, de gâteaux. Je remettais les ampoules, je vidais les armoires, je réparais la chaudière. Paul, lui, passait de temps en temps, entre 2 rendez-vous, un bouquet à la main. Et maman disait « Ton frère, il a toujours de belles attentions. » Je ne disais rien. Je savais qu'elle ne mesurait pas les attentions en heures passées, mais en éclats de gentillesse. Et ça me suffisait, ou du moins, je le croyais. Les années ont filé, comme l'eau sous le pont de la Sèvre. Je me suis mariée à mon tour. Un homme bien, trop tôt parti. Pas d'enfant. Juste mon travail, ma mère. Et ce frère que j'essayais encore de comprendre. Je l'aidais, discrètement, quand il avait des dettes. Je couvrais ses oublis. Et chaque Noël, maman tranchait la bûche en parts égales, comme pour dire que tout allait bien. Mais, peu à peu, j'ai vu se former entre elle et moi un léger brouillard. Pas une rupture, non une distance grise, faite de malentendus. Quand je proposais de venir l'aider, elle me disait « Non, Paul passera, il m'a promis. » Et souvent, il oubliait. Alors elle m'appelait, gênée. « Ton frère n'a pas pu, tu pourrais venir ?» Je venais, bien sûr, toujours. Mais elle ne voyait que l'absence de l'un, pas la présence de l'autre. C'est cela, la tendresse des mères. Elle ne compte pas, elle espère. Le temps a fait son œuvre. Maman a pris de l'âge. Ses mains tremblaient quand elle versait le café. Elle répétait les mêmes phrases. Mais son regard, lui, restait clair. Un jour, elle m'a dit « Si un jour je perds la tête, promets-moi de ne pas me laisser devenir un fardeau. » Je lui ai promis. Je ne savais pas que d'autres prendraient cette phrase pour un droit d'effacer. Quand la maladie a commencé, Paul a pris les devants. Il a trouvé un médecin, géré les papiers, contacté le notaire. Je lui en ai été reconnaissante. Je travaillais encore. Je ne pouvais pas tout faire. Mais je n'avais pas compris que ces démarches pratiques étaient aussi une prise de place. Je venais, je faisais la soupe, il venait, il signait. Et dans les yeux de maman, quelque chose a changé. Une confiance administrative s'est glissée là où l'amour suffisait autrefois. Je me souviens de la dernière fois où elle a parlé du testament. Nous étions dans le jardin, elle triait des haricots. « J'ai tout mis en ordre, ma fille, pour que vous n'ayez pas d'histoire après.
Tu sais bien que l'argent ne nous intéresse pas. Oh, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de clarté. Paul m'a dit que c'était mieux ainsi. Mieux ainsi. Je n'ai pas demandé ce que cela voulait dire. Je n'ai pas voulu troubler sa tranquillité. Je me suis dit, plus tard, on en parlera. Mais le plus tard ne vient jamais. La mort, elle, n'attend pas les discussions reportées. Quand elle est partie, un matin de février, j'étais à son chevet. Elle a murmuré. « Sois gentil avec ton frère, il s'occupe de tout. » Ses doigts ont glissé des miens. Et moi, je n'ai rien compris encore. Ce n'est que des mois plus tard, dans ce bureau notarial, que tout a pris sens. Le codicile, la révision, les signatures, la présence de Paul. Le fil s'était tissé lentement, sans heurts, sans cri un fil de soie. Et moi, sans m'en rendre compte, j'avais laissé ce fil se resserrer jusqu'à m'effacer. Ce soir-là, en relisant une photo d'elle dans son jardin, j'ai murmuré. Tu disais que Paul était ton soleil. Moi, j'étais ton ombre. Mais sans ombre, maman, il n'y a pas de lumière. J'ai senti mes yeux brûler, mais pas de colère, de lucidité. Je venais de comprendre que l'amour, parfois, aveugle plus sûrement que la haine. Les signes n'arrivent jamais d'un coup. Ils s'installent, discrets, presque tendres au début. On croit que c'est la fatigue, un malentendu, une maladresse. Et puis un jour, on réalise qu'ils forment un langage entier, celui du rejet. Tout a commencé quelques mois avant la mort de maman. Paul avait pris l'habitude de dire « on » à la place de « je ». On va gérer les papiers. On s'occupera de la maison. On a pris rendez-vous avec le notaire. C'est on me dérangeait. Il sonnait comme une porte fermée à clé dont je n'avais plus la clef. Je me souviens d'un dimanche de printemps. J'étais venue avec un panier de tartes et des fleurs. Sophie m'a accueillie sur le perron avec son sourire bien repassé. « Oh, tu tombes bien, Claire. On vient justement de signer les documents pour l'assurance. » « Quel document ? L'assurance de la maison, pour que tout soit en ordre. Paul a tout géré, ça soulage ta mère. » Elle parlait avec cette douceur piquante qu'ont les femmes sûres d'avoir raison. Dans le salon, maman dormait dans son fauteuil. Les papiers étaient encore sur la table. Un parapheur beige, un stylo doré, une tasse de café tiède. J'ai feuilleté les feuilles distraitement. Sur la dernière page, mon nom n'apparaissait pas. Seulement celui de Paul en lettres nettes, accompagné de la mention « représentant familial désigné ». Quand j'ai relevé la tête, Sophie m'observait, tranquille. « Tu sais, à ton âge, ta mère a besoin de simplicité. Trop de noms, trop de signatures. Ça l'embrouille. Paul fait ça pour la soulager. » Je n'ai rien répondu, mais une brûlure s'est installée dans ma poitrine. Les semaines suivantes, j'ai remarqué d'autres choses. Des détails. Des appels auxquels on ne me répondait plus. Des rendez-vous médicaux dont je n'étais pas informée. Et puis cette phrase de Paul, lâchée un soir au téléphone. « Tu sais, Claire, il faut arrêter de tout compliquer. On s'en occupe. Repose-toi. Repose-toi. » 2 mots polis pour dire « écarte-toi ». Un matin, j'ai trouvé la porte de la maison de maman fermée à clé. Je n'avais jamais eu besoin de frapper. Avant. Paul avait changé la serrure, pour la sécurité. Il m'a tendu un nouveau trousseau, souriant. « Tiens, mais fais attention, ne le perds pas. » On a aussi changé le code du portail. On a mis le même que pour la boîte aux lettres. Ce sera plus simple. On. Toujours ce on. Et moi, la fille unique, je devais désormais demander la permission d'entrer dans la maison où j'avais grandi. Sophie, elle, avait pris l'habitude de parler de moi à la 3e personne, comme si je n'étais plus là. Claire est trop émotive. Ça la fatigue. Claire ne comprend pas les papiers. C'est normal, c'est technique. Claire, elle veut bien faire, mais elle ne sait pas toujours ce qui est raisonnable. Et maman, douce, fatiguée, hochait la tête sans répondre. Elle ne voulait blesser personne. Alors elle laissait les phrases s'installer, comme on laisse s'installer une poussière qu'on ne voit plus. Le jour où j'ai compris que j'étais en train de devenir invisible, c'est celui où Sophie a prononcé cette phrase devant moi, en s'adressant à Paul. Elle, au moins, elle n'a pas d'enfant. Ça simplifie tout. J'ai levé la tête. Maman, confuse, regardait ses mains. J'ai senti ma gorge se serrer. Elle, c'était moi. Le soir, je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon carnet et j'ai écrit. Quand ils disent elle, je disparais un peu plus. Quand ils disent on, ils se partagent le reste. Quelques jours plus tard, je suis revenue, décidée à parler. Maman était assise dans le jardin,
les yeux perdus dans le ciel. Je me suis agenouillée près d'elle. « Maman, est-ce que tu as signé quelque chose? »« Oh, des papiers. » Paul m'a expliqué, c'est pour la tranquillité. « Tu te souviens lesquels? » Elle a cherché ses mots. « Non, mais c'était bien présenté. Le notaire était là. Il a dit que c'était juste pour mettre un peu d'ordre. » Un peu d'ordre. Cette expression, elle l'avait apprise de Sophie. Je n'ai pas insisté. À quoi bon? Le piège n'était pas un piège brutal. C'était une tapisserie patiemment tissée. Un fil d'aide, un fil d'amour, un fil de mensonge. Puis vinrent les humiliations plus directes. Un soir, Paul a ri. « Tu devrais faire attention, Claire. Parfois, tu mélanges les dates. Tu vieillis. » Je mélange parce que je travaille beaucoup. Ou parce que tu t'épuises à t'occuper des autres. Laisse-nous gérer. Je me suis tue. Parce que les mots contre la famille, à cet âge, sonnent toujours comme des trahisons. Mais cette fois-là, j'ai senti que quelque chose en moi changeait. Je ne voulais plus laisser gérer. Je voulais comprendre. La dernière humiliation eut lieu le jour de l'enterrement. Alors que je m'approchais du cercueil pour déposer la rose blanche que maman aimait, Sophie m'a soufflé. « Tu pourrais te mettre un peu plus sur le côté, pour la photo. » La photo? Même dans le deuil, il fallait composer l'image parfaite. J'ai obéi, sans mots. Et quand plus tard j'ai vu cette photo dans le journal local, j'ai compris. Paul et Sophie étaient au centre, moi, flou, à moitié coupé par le bord du cadre. Ce soir-là, j'ai brûlé la copie du journal. Pas de colère, par dignité. Et j'ai écrit dans mon carnet. L'effacement n'est jamais une surprise. C'est une habitude qu'on nous apprend doucement, sous prétexte d'amour. Je n'étais pas encore prête à me battre. Mais je savais désormais ce que je devais nommer. La disparition organisée. Et dans ce silence, une graine s'est mise à germer, celle du doute, puis celle de la justice. La vérité, elle ne tombe jamais d'un coup. Elle s'infiltre. Elle passe par une rature, une date, une main tremblée. Et quand elle apparaît enfin, c'est toujours trop tard pour faire semblant de ne pas la voir. C'était un jeudi de novembre, presque un an après la mort de maman. Je rangeais de vieux dossiers dans la commode du couloir quand une enveloppe beige est tombée derrière le tiroir. Une enveloppe scellée, sans timbre, sans nom, simplement marquée « Pour Maître Besson, urgent ». Je l'ai reconnue immédiatement. L'écriture de maman, penchée, maladroite, avec ses boucles qui s'éteignaient dans le coin droit. J'ai hésité, longtemps, puis j'ai ouvert. À l'intérieur, une copie carbone d'une procuration bancaire datée du 10 février 2019, 2 jours avant la signature du Nouveau Testament. Et surtout, une note au crayon, griffonnée en marge. Paul a dit que c'était pour me simplifier la vie. J'ai peur de ne plus comprendre ce que je signe. J'ai senti mes jambes fléchir. Je me suis assise sur la marche, la feuille tremblante dans les mains. Tout ce que je soupçonnais prenait forme. Ce n'était pas une erreur, c'était une manœuvre. Cette procuration avait ouvert la voie, préparé le terrain. Et moi, pendant ce temps-là, je faisais des soupes, je changeais les draps, je croyais qu'on veillait ensemble la même femme. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai simplement senti cette brûlure familière, celle qui annonce la bascule. Le lendemain, je suis allée au cabinet Besson. La secrétaire, embarrassée, m'a dit qu'il n'était pas disponible. J'ai insisté. J'ai fini par l'attendre dans le couloir, assise sur une chaise trop droite, avec cette enveloppe dans mon sac comme une preuve de vie. Quand il est arrivé, il a blêmi légèrement en me voyant. « Madame Lemoine, que puis-je pour vous? Vous pouvez m'expliquer ceci. » Je lui ai tendu la copie. Il a lu, lentement, sans lever les yeux. Je voyais la sueur perler sur sa tempe. Ce document n'a jamais été versé au dossier. Mais il était destiné à vous. Peut être un oubli. Un oubli ou un calcul? Il a relevé la tête. Son regard cherchait une sortie. « Madame, je vous assure que votre mère était en pleine possession de ses moyens. Elle écrivait elle-même qu'elle ne comprenait plus ce qu'elle signait. Vous appelez ça être lucide? » Il s'est levé, mal à l'aise, a ouvert la fenêtre. Je ne peux rien dire de plus sans consulter mon registre. Faites-le. Je reviendrai demain. Je suis partie sans un mot de plus. Dehors, la pluie tombait à gros traits, frappant les pavés. Je me sentais vide, mais étrangement claire. Ce n'était plus une supposition. C'était un fait. Un codicille avait été signé par une femme affaiblie, encadrée, influencée. Et Paul en avait été le témoin. Cette nuit-là, j'ai relu mon carnet depuis le début.
Chaque visite, chaque phrase, chaque geste de Sophie prenait un autre sens. Le code changeait, la porte fermée, le ton protecteur, tout s'emboîtait. Ce n'était pas du soin, c'était une mise à distance méthodique. Ils avaient avancé lentement pour que je m'épuise avant de comprendre. J'ai écrit « Les injustices familiales sont les plus cruelles. Elles ont la voix de l'amour et la signature du calcul. » Le lendemain matin, je suis retournée voir Maître Besson. Il avait préparé une chemise cartonnée, me l'a tendue sans un mot. Dedans, la copie du testament original, le fameux codicile, et surprise un rapport médical joint. Un certificat de lucidité établi par le médecin traitant de maman, mais la signature n'était pas celle que je connaissais. J'ai sorti une ordonnance que j'avais gardée, comparé les deux signatures. Elles différaient. L'une ronde et douce, l'autre raide, mécanique. « C'est votre médecin ?» ai-je demandé. « Officiellement, oui. Officiellement. » Je me suis levée. « Maître, je vous préviens, je ne veux pas d'argent. Je veux la vérité. Si ma mère a été influencée, si sa main a tremblé parce qu'on l'a guidée, je le saurai. » Je l'ai laissé là, muet, blême. Dehors, le vent balayait la place du pilori. Je marchais vite, sans parapluie, trempé mais décidé. Chaque pas sonnait comme un mot. Je vais comprendre. Le soir même, j'ai téléphoné à l'hôpital de Niort. J'ai demandé à parler à l'infirmière-chef, celle qui s'était occupée de maman en février 2019. Elle se souvenait d'elle. « Votre mère ?» Oui, elle était très fatiguée. Elle avait du mal à tenir un stylo. Je crois même que c'est votre frère qui signait souvent les formulaires à sa place. Cette phrase a tout scellé. Je la revois, encore, me traverser comme un courant froid. C'est votre frère qui signait à sa place. J'ai remercié, raccroché, puis j'ai noté la phrase mot pour mot dans mon carnet. À côté, j'ai tracé une ligne droite, la ligne qui sépare la naïveté de la lucidité. Je savais maintenant ce qu'ils avaient fait. Ils avaient effacé ma mère avant de l'enterrer, transformé son amour en acte juridique, son hésitation en testament. J'ai fermé le carnet, calmement, et j'ai murmuré. « Très bien, vous avez voulu me déshériter. Vous allez mériter autrement, je serai votre preuve. » C'était le soir où tout a changé. Je n'étais plus la fille dépossédée. J'étais la femme qui va remonter la trace, mot après mot, ligne après ligne, jusqu'à la vérité. Les nuits suivantes, je ne dormais plus. Le sommeil, quand il vient, suppose une paix minimale. Moi, je n'avais plus de paix, seulement des images. La main tremblée de maman, la signature fausse, le sourire de Paul. Chaque détail revenait, obsédant. Je revoyais la table du notaire, la tasse froide, les mots par codicile. Tout s'était tissé là, devant moi, dans le silence poli des bureaux. Je vivais seule, dans mon petit appartement sous les toits, avec pour seule compagnie le tic-tac de l'horloge et le grésillement du radiateur. Sur la table, mon carnet ouvert me tenait lieu de veilleuse. Chaque nuit, j'y ajoutais une phrase, une date, une preuve. J'en étais devenue la greffière obstinée. Au début, j'écrivais pour comprendre. Puis, peu à peu, j'ai compris que j'écrivais pour tenir. Tenir debout, contre l'injustice et contre le vide. Je repensais à maman, à cette phrase qu'elle répétait souvent. « La vérité, ma fille, c'est comme l'eau. On peut la troubler, mais jamais la faire disparaître. » Cette phrase, elle m'a hantée. Je la récitais dans le noir, comme une prière. Alors j'ai décidé que cette eau, je la ferais redevenir claire. Mais pas avec des cris, pas avec la colère, avec la méthode. J'ai commencé par tout relire. Les actes, les certificats, les courriers. Je les ai classés, annotés, datés. J'ai créé 3 dossiers. Maman, médical, testament, procuration. Et un 4e, incohérence. Ce dernier, c'était mon arme. Le matin, je buvais mon café en relisant le Code civil. Je notais les articles, je soulignais. Article 901. Pour faire une donation ou un testament, il faut être saint d'esprit. Article 414-1. L'acte accompli par une personne sous l'empire d'un trouble mental peut être annulé. Je recopiais ces lignes dans le carnet, en lettres majuscules. Ce n'était plus de la lecture, c'était une reprise de pouvoir. Un soir, j'ai appelé une vieille amie de maman, Marguerite, celle qui l'avait connue jeune, à l'époque où elle travaillait à la poste. Je lui ai tout raconté. Elle est restée muette un moment, puis elle a murmuré. «
Jeanne n'aurait jamais fait ça. Elle te faisait confiance pour tout. Paul avait la main sur tout, oui, mais elle savait que tu étais sa gardienne. Elle l'a dit plus d'une fois. Cette phrase m'a traversée comme un fil de chaleur. Oui, gardienne. C'est cela que j'étais, sans l'avoir su. Et c'est cela qu'on avait voulu me retirer. Ma fonction de mémoire. Je me suis mise à enquêter. Discrètement. J'ai appelé la banque, prétextant des vérifications. On m'a confirmé que, 2 jours avant la signature du codicile, Paul avait retiré l'équivalent de 3 000 € en liquide du compte de maman. J'ai noté la date, même jour que la procuration. Même main, même mensonge. La colère, je ne la ressentais plus de manière brûlante. Elle s'était changée en une froideur nette, une sorte de glace intérieure qui me tenait droite. Je repensais à Paul enfant, à ses cheveux clairs, à son rire. Je me demandais à quel moment l'amour devient avidité, à quel moment un frère devient comptable de sa sœur. Être que ça commence par des « c'est plus simple comme ça » et que ça finit par « elle n'a pas besoin d'hériter ». Une nuit, je suis sortie marcher le long de la Sèvre. L'eau roulait lentement, noire sous les réverbères. Je me suis surprise à lui parler, à voix basse. « Maman, je ne veux pas me venger. Je veux juste remettre ton nom à sa place. » Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec Maître Derville, un notaire que m'avait recommandé une collègue. Un homme calme, au regard franc. Il m'a écouté sans m'interrompre, feuilletant mes papiers avec une rigueur presque tendre. Puis il a dit « Vous avez plus qu'un soupçon, Madame Lemoine. Vous avez un dossier. Et que puis-je faire? D'abord, faire constater les incohérences. Ensuite, déposer une demande d'annulation du codicile pour vice du consentement. Et si c'était un abus de faiblesse? Alors, la loi parlera pour vous. Mais il faudra être patiente. Patiente. Ce mot m'a fait sourire. J'avais attendu toute ma vie qu'on me reconnaisse une place. J'étais prête à attendre encore un peu pour que justice se fasse. Avant de partir, il m'a conseillé. Tenez un journal précis de vos démarches. Ne laissez rien au hasard. Le juge ne jugera pas une émotion, mais une chronologie. Mon carnet noir est devenu mon tribunal intime. Chaque jour, je notais mes appels, mes rencontres, mes doutes. J'y consignais aussi mes insomnies, mes cauchemars, mes sursauts. C'était ma preuve et ma thérapie à la fois. Un soir, en recopiant une phrase du Code civil, j'ai ajouté en marge « On ne se défend pas contre la famille, on se défend contre l'injustice qu'elle cache. » Et j'ai compris que cette histoire n'était plus seulement la mienne. C'était celle de toutes ces femmes qu'on met de côté pour leur bien, qu'on dépouille avec des mots polis. Celles qui, comme moi, finissent par dire assez, mais sans crier. Je n'étais plus la fille effacée. J'étais la témoin de ce qu'on avait voulu falsifier. Et cette lucidité-là, personne ne pourrait me la reprendre. Avant d'éteindre la lumière, j'ai ajouté une dernière phrase à la page du jour. La vérité ne fait pas de bruit. Elle s'écrit. Je savais que le moment approchait. Celui d'aligner mes preuves, de tendre le piège du calme, de leur rendre leur propre miroir. Les semaines suivantes, ma vie s'est transformée en bureau d'enquête. Mon appartement, autrefois silencieux et encombré de souvenirs, est devenu un chantier méthodique. Dossiers, chemises, stylos, post-it, copies certifiées. Sur la table du salon, j'avais posé une plaque d'ardoise que j'appelais la table de vérité. Chaque soir, j'y déposais mes preuves, mes notes, mes certitudes. J'avais cessé d'être la sœur docile. Je devenais une archiviste du réel. Maître Derville, le notaire discret que j'avais choisi, m'a reçu presque chaque semaine. Sa patience était d'un autre temps. Il m'écoutait parler de maman, de Paul, de ces gestes minuscules qui avaient tissé la trahison. Puis il concluait toujours d'une phrase calme. « Nous ne chercherons pas la vengeance, Madame Lemoine. Nous chercherons la cohérence. » Cette phrase m'a tenue droite. La cohérence, c'est exactement cela que j'avais perdu. Tout semblait aligné pour me déshériter. Les papiers, les signatures, les témoignages. Mais derrière ces façades parfaites, il y avait des fissures. Et c'est dans ces fissures que je comptais faire passer la lumière. Je commençais par le certificat médical, celui censé attester de la lucidité de maman. Avec l'aide de Derville, nous avons contacté le médecin dont le nom figurait au bas du document, Dr Valin. Au téléphone, il s'est montré embarrassé. Je me souviens vaguement. C'est votre mère? Oui, mais je crois que ce certificat, c'est mon associé qui l'a signé. Votre associé? Pourtant, c'est bien votre nom. Oui,
Il avait délégation. Rien d'irrégulier. Rien d'irrégulier. Le mot sonnait comme un couvercle qu'on rabat trop vite. Mais je savais que la régularité n'efface pas l'intention. J'ai noté cette phrase dans mon carnet. À côté, j'ai écrit « Légal ne veut pas dire juste ». Nous avons ensuite obtenu la copie intégrale du testament, cette fois dans sa version notariale et dans sa version dactylographiée avant signature. C'est là que j'ai découvert le détail qui allait tout changer. Dans la première version, mon nom figurait bien, à égalité avec celui de Paul. Mais dans la seconde, celui-ci avait disparu, remplacé par une mention vague. Le legs principal reviendra à mon fils, qui saura faire bon usage du patrimoine. Cette phrase n'était pas de maman. Elle aurait écrit « Mon Paul », pas mon fils. Elle ne parlait jamais sans prénom. J'ai compris alors que même dans l'imposture, la langue trahit les menteurs. Avec Maître Derville, nous avons préparé une requête en vérification de validité testamentaire. C'était un document sec, froid, administratif, mais chaque ligne portait ma revanche silencieuse. Il y était question d'expertise graphologique, de vérification d'identité du témoin, d'analyse de l'état de santé de la testatrice. Paul y apparaissait comme partie susceptible d'avoir influencé la rédaction. Le mot était poli, mais il pesait. Pendant ce temps, je poursuivais mes recherches. J'ai retrouvé, dans les papiers de maman, un vieux carnet d'adresses. J'y ai reconnu le nom de Lucienne, sa voisine d'en face. Je l'ai appelée. Sa voix, tremblait, s'est adoucie quand je lui ai dit qui j'étais. « Ah, ma pauvre Claire, ta mère, elle ne voulait pas de ce nouveau papier. Elle me l'a dit. Elle avait peur de ton frère. Elle disait qu'il lui répétait « C'est juste une formalité. » Elle m'a montré la feuille, elle pleurait. Je suis restée muette un moment, les larmes aux yeux. « Vous accepteriez d'en témoigner ?» « Bien sûr. J'ai même noté la date sur mon calendrier. 12 février 2019. J'écrivais toujours les anniversaires et les visites. Ce jour-là, j'ai écrit « Paul est venu. » Jeanne était pâle. Elle a dit qu'elle avait signé sans comprendre. Ce témoignage, c'était la première pierre de ma reconstruction. La première voix, en dehors de la mienne, qui validait ma vérité. Maître Derville en a fait une attestation légale, datée, signée, annexée à la procédure. Nous avons ajouté les copies du dossier médical, la procuration, les relevés bancaires, et au centre de tout cela, j'ai glissé une feuille manuscrite, la note de maman, trouvée dans l'enveloppe. J'ai peur de ne plus comprendre ce que je signe. Cette phrase, c'était son cri discret, mais réel. Et moi, je n'étais là que pour le faire entendre. La veille du dépôt officiel, j'ai relu tout le dossier. Sur la dernière page, j'ai ajouté une note personnelle, que Derville a accepté d'y laisser. J'y ai écrit « Je ne cherche pas à récupérer un bien, je cherche à restituer une volonté. Ce n'est pas un procès de famille, c'est un acte de fidélité. » Quand il a lu ces mots, il m'a regardé longuement. « Vous savez, Madame Lemoine, vous venez d'écrire la plus belle définition de la justice que j'ai lue depuis longtemps. » Le lendemain matin, à la première heure, le dossier a été déposé au greffe du tribunal de Niort. Je suis sortie sur la place, le vent froid sur le visage. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. J'ai simplement respiré profondément, en murmurant « Voilà maman. » La vérité entre enfin dans les papiers. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi, j'ai rangé mes documents et j'ai allumé une bougie près de sa photo. La flamme vacillait doucement. Je savais que le combat commençait à peine, mais j'avais déjà gagné quelque chose de plus précieux, la certitude d'avoir repris ma voix. Le jour de l'audience, le ciel de Niort était d'un gris métallique. Je me suis levée tôt, sans appétit, mais décidée. Sur la table, mon carnet noir, le dossier relié par Maître Derville et une petite broche en argent que maman portait toujours les jours importants. Je l'ai épinglée à mon manteau, comme un talisman discret. La salle du tribunal d'instance n'était pas grande. Un parquet usé, une horloge trop lente, des bancs en bois où le silence pesait déjà. Au premier rang, Paul et Sophie, côte à côte. Paul feuilletait nerveusement un dossier trop fin. Sophie, raide, les lèvres serrées. Je les ai salués poliment. Ils n'ont pas répondu. Le juge, une femme aux cheveux gris courts, a ouvert l'audience d'une voix claire. Affaire Lemoine contre Lemoine. Contestation de codicille pour vice du consentement. Ces mots, dits à haute voix, m'ont traversé comme un souffle.
Le moine contre le moine. C'était officiel. Le drame intime avait pris le langage du droit. Maître Derville a pris la parole, calme, précis. Madame Lemoine conteste le codicille du 12 février 2019, signé 2 jours après la sortie d'hospitalisation de sa mère, Madame Jeanne Lemoine. Elle apporte ici la preuve d'une procuration douteuse, d'un certificat médical d'origine incertaine et de plusieurs témoignages démontrant l'altération du discernement de la testatrice. Pendant qu'il parlait, je regardais Paul. Son visage se contractait lentement, comme si chaque mot lui enfonçait un clou invisible. Le juge s'est tourné vers moi. « Madame Lemoine, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?» Je me suis levée, les mains posées sur mon carnet. « Oui, Madame la Présidente. Ma mère n'était pas une femme d'argent. Elle était une femme de justice. Ce testament, tel qu'il a été modifié, ne lui ressemble pas. Je ne suis pas ici pour réclamer, mais pour réparer. » Le juge a hoché la tête, attentive. Derville m'a tendu les pièces une à une. L'enveloppe beige, la note manuscrite de maman, la copie de la procuration, les relevés bancaires, le témoignage de la voisine Lucienne. Chaque feuille glissait sur la table du greffe, avec le bruit sec du papier qu'on ne peut plus contester. Puis vint le moment du certificat médical. Le juge l'a pris, a regardé la signature, puis la mienne, puis à nouveau le document. Vous affirmez que cette signature n'est pas celle du médecin traitant de votre mère? Oui, madame. Et nous en avons la preuve. Comparaison d'écriture, analyse graphologique à l'appui. Derville a remis le rapport de l'expert. Le juge a lu longuement, en silence. Puis elle a levé les yeux vers Paul. Monsieur Lemoine, vous étiez témoin de la signature du codicille, n'est-ce pas? Oui, madame la présidente. Ma mère voulait simplement. A-t-elle dicté ce texte devant vous? Non, c'était déjà rédigé. Par qui? Paul a hésité. Par le notaire. Le notaire confirme-t-il cela? Maître Besson, présent au fond de la salle, s'est levé, pâle. Le texte avait été préparé, mais à la demande de M. Paul Lemoine, qui souhaitait, selon ses dires, simplifier la succession. Un murmure a traversé la salle. Sophie a voulu parler, mais le juge l'a coupée d'un geste. Simplifier? Vous avez fait supprimer un héritier au nom de la simplicité? Paul s'est tourné vers moi, le visage défait. Tu crois que je voulais te nuire? Je voulais juste éviter les complications. Tu n'as pas besoin d'argent, toi. Non, Paul, ai-je répondu doucement. Je n'ai jamais eu besoin d'argent. J'avais besoin de respect. Et tu as signé là où tu aurais dû te taire. Le silence est tombé. Un silence lourd que personne n'osait rompre. Le juge a refermé le dossier. Elle a pris une profonde inspiration avant de prononcer la décision provisoire. Le tribunal suspend l'exécution du codicille litigieux. Une expertise complète sera ordonnée sur la validité de l'acte et les conditions dans lesquelles il a été signé. En attendant, la succession initiale demeure valable. Les mots flottaient dans l'air. J'ai senti mes épaules se détendre lentement. Ce n'était pas encore une victoire définitive, mais c'était la reconnaissance du doute, et le doute, c'est déjà une brèche dans le mensonge. À la sortie, Paul m'a rattrapé sur le parvis. Le vent soulevait les papiers dans sa main. « Claire, tu veux ma mort, c'est ça? »« Non, Paul. Je veux juste la paix, celle que tu m'as volée en parlant à la place de maman. » Il a baissé les yeux. Sophie, derrière lui, murmurait « Tout ça pour un terrain et 2 meubles. » Je l'ai regardé, calmement. « Non, madame, tout ça pour une vérité. » Quelques jours plus tard, Maître Derville m'a appelé. Le notaire Besson a transmis un courrier de rectification. Il reconnaît une erreur de procédure, absence de témoin neutre. Le codicille est désormais juridiquement fragile. Fragile. Ce mot m'a paru merveilleux. Tout ce qu'ils avaient construit, mot après mot, était enfin fissuré. J'ai pris mon carnet et j'ai écrit. La justice ne punit pas toujours. Parfois, elle rend simplement au mensonge sa fragilité. Puis j'ai ajouté une dernière phrase que je n'avais jamais osé formuler. Je n'ai plus peur de Paul. Je n'ai plus peur du papier. Je n'ai plus peur d'exister. Ce soir-là, j'ai ouvert les fenêtres. L'air frais de mars entrait dans la pièce. Sur la table, la photo de maman semblait sourire. Je lui ai dit à voix basse, « Tu vois, maman? J'ai réparé ton silence. » Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. Les jours qui ont suivi l'audience furent étrangement silencieux. Niort,
sous la pluie de mars, semblait suspendu dans une attente trouble, comme si le monde lui-même hésitait à reprendre sa respiration. Je n'avais plus besoin de parler. Tout avait été dit, et désormais, c'était la vérité qui faisait le bruit à ma place. Paul ne m'a pas appelé. C'est le notaire, Maître Besson, qui m'a écrit le premier. Une lettre courte, mais lourde de sous-entendus. Madame Lemoine, je tiens à exprimer mes regrets pour les erreurs de procédure qui ont pu nuire à l'équité de la succession. Je comprends la douleur que cela a pu raviver. J'ai décidé de me retirer du dossier. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé la feuille à côté de la photo de maman. Il s'excusait sans dire pardon. Mais dans la bouche d'un notaire, cette nuance-là valait déjà aveu. Quelques jours plus tard, j'ai croisé Lucienne, la voisine, sur le marché. Elle m'a prise dans ses bras, à sa manière, brève, pudique. Je t'avais dit, ma fille, que la vérité finit toujours par passer les murs. J'ai entendu dire que le notaire s'était mis à dos tout le barreau. Il paraît qu'on ne le salue plus au café du palais. J'ai souri, pas par satisfaction, mais parce que ces petites justices discrètes ont parfois plus de poids que les jugements écrits. Pendant ce temps, chez Paul, tout s'effondrait. Les nouvelles arrivaient par fragments, chuchotées, comme des miettes de conscience. Sophie avait quitté la maison pour aller vivre chez sa sœur, le temps que les choses se calment. Leur fils, Thomas, refusait de leur parler depuis qu'il avait lu dans la presse locale un article évoquant la contestation d'un héritage familial entaché d'abus de faiblesse. Le nom Lemoine s'y trouvait en toutes lettres. Et pour la première fois, ce n'était pas le mien qui portait la honte. Je n'éprouvais aucune joie, seulement une sorte de compassion lointaine. Paul, sans le savoir, vivait maintenant ce qu'il m'avait infligé, la solitude. Celle qu'on ne choisit pas, celle qui grince dans les murs. Un matin, il a fini par m'écrire. Une enveloppe blanche, sobre, adressée d'une écriture que je connaissais par cœur. À l'intérieur, quelques lignes. Claire, j'ai voulu bien faire. Tu ne me croiras peu, être pas, mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. Maman était fatiguée, confuse, et je pensais sincèrement que c'était plus simple ainsi. Maintenant, je vois ce que j'ai fait. Je ne demande pas ton pardon, seulement que tu saches que je n'ai pas tout calculé. Ton frère. Je l'ai relu plusieurs fois. Le mot calculé vibrait étrangement. C'était toute notre histoire condensée dans une ligne. Erreur ou calcul. Je crois que, pour lui, c'était les deux à la fois. L'erreur du cœur, le calcul du confort. Je n'ai pas répondu. Le silence, cette fois, ne signifiait pas la rancune, mais la fin de la guerre. J'ai simplement noté la date dans mon carnet, puis j'ai écrit « Je lui pardonne en silence ». Non pour lui, mais pour moi. Quelques semaines plus tard, la décision finale du tribunal est tombée. Le codicile était annulé pour vice du consentement et abus de faiblesse. Le testament initial retrouvait sa validité. La maison, les biens, tout serait partagé à parts égales, comme maman l'avait voulu. Quand Maître Derville me l'a annoncé, j'ai eu du mal à respirer. Pas de joie, pas d'explosion, seulement un grand calme. Vous voyez, Madame Lemoine, la justice ne répare pas le passé, mais elle redresse la mémoire. Oui, ai-je murmuré, et c'est déjà beaucoup. Le soir même, j'ai allumé une bougie sur le rebord de la fenêtre. J'ai relu la dernière lettre de maman, celle où elle me remerciait de l'avoir aidée à tenir. Et j'ai compris, c'était moi maintenant qui l'aidais à tenir, à rester debout dans le souvenir, lavé de tout mensonge. Les mois suivants, la vie a repris son rythme. Je n'ai pas cherché à revoir Paul. Il m'a fait envoyer sa part du partage par virement, sans un mot. Je n'ai rien contesté. J'ai vendu ma propre part de la maison et donné la moitié à une association locale d'aide aux femmes âgées isolées. Ce geste, c'était ma manière à moi de transformer la douleur en utilité. Le village, lui, avait déjà tourné la page, mais pas tout à fait. Quand je passais à la boulangerie, on me saluait avec ce mélange de respect et de crainte qu'on réserve à ceux qui ont osé défier la famille sans éclat. « Bonjour, Madame Claire. Comment ça va aujourd'hui ?» Je répondais toujours la même chose. « Ça va, merci. Le calme est revenu. » Parce que c'était vrai. Un calme dense, presque sacré. Celui qui vient après la tempête, quand on n'attend plus rien, sauf peu, être le bruit du vent dans les arbres. Un soir de mai, en rangeant mes papiers, je suis tombée sur une vieille photo. Maman, jeune, un tablier à fleurs, Paul sur les genoux, moi debout derrière, une main sur son épaule.
Je l'ai glissé entre les pages de mon carnet noir. C'était ma manière de refermer l'histoire. Pas en effaçant, mais en rangeant. Avant d'éteindre la lampe, j'ai écrit « La justice ne réunit pas toujours les familles, mais elle rend aux vivants la dignité des morts. » Puis j'ai soufflé la lumière. Et dans l'obscurité, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps une présence douce. Pas celle du chagrin. Non, celle de la paix retrouvée. J'ai quitté Niort au début de l'automne. Un matin clair de septembre, j'ai chargé dans ma petite voiture les cartons essentiels. Quelques livres, le carnet noir, 2 tasses ébréchées, la photo de maman et le rosier miniature qu'elle m'avait offert pour mes 50 ans. Tout le reste, les meubles, les bibelots, les papiers, je les laissais. Je n'avais plus besoin d'encombrement. Je suis partie vers la Tranche-sur-Mer, un coin de Vendée que maman aimait autrefois pour ses plages tranquilles et son odeur d'algues. J'ai loué un petit pavillon au volet bleu, à la lisière du port. Rien de luxueux. 2 pièces, un jardin maigre, un banc de bois face au vent. Mais dès la première nuit, j'y ai dormi d'un sommeil lourd, sans rêve ni remords. La mer était là, proche, presque vivante. Chaque matin, je marchais jusqu'à la digue. Le bruit des vagues m'a réappris le silence. Pas celui de la peur, mais celui de l'apaisement, ce silence qui ne demande plus rien, parce qu'il a déjà compris. Je passais mes journées à écrire. Pas un livre, non. Des lettres, des fragments, des souvenirs. Je recopiais des phrases de maman, des mots d'elle que j'avais peur d'oublier. Tiens-toi droite, ne te laisse pas tordre. La honte ne dure que si tu la caches. Chaque phrase devenait une petite prière de papier. Un jour, en rangeant mes affaires, j'ai retrouvé le courrier du tribunal. La décision définitive. Noir sur blanc. L'annulation du codicille. Je l'ai lu calmement, puis j'ai glissé la feuille dans une enveloppe en kraft sur laquelle j'ai écrit « À ouvrir quand je ne serai plus là ». Je l'ai déposé dans le tiroir du buffet, entre 2 torchons. Je ne voulais pas mourir avec un secret. Je voulais mourir avec une histoire réparée. Peu à peu, les visages nouveaux ont remplacé les anciens. Les voisins, les commerçants, les gens simples du bord de mer. Je me suis liée d'amitié avec Élise, une veuve de mon âge, qui tenait une petite librairie d'occasion sur le port. Nous parlions beaucoup de littérature, un peu de nos morts, jamais de nos rancunes. Un jour, elle m'a dit « On dirait que tu écris pour les autres ». Je lui ai répondu « Peut être, ou pour celles qui n'osent pas encore le faire ». À force de parler, Élise m'a convaincue d'organiser un atelier d'écriture pour les femmes du coin. Des veuves, des retraitées, des femmes seules. Nous nous retrouvions chaque mardi, autour d'une table ronde, un thé fumant, des cahiers ouverts. Elles écrivaient leurs blessures, leurs joies oubliées, leurs colères domestiques. Et moi, je les écoutais. Je ne disais jamais que j'avais, moi aussi, dû me battre contre ma propre famille. Mais je leur glissais parfois, comme un fil discret. Parfois, écrire, c'est simplement se remettre à exister. Je voyais leurs yeux s'allumer. Et dans ces regards, je reconnaissais les miens, d'autrefois. Le dimanche, je retournais marcher sur la plage. J'y parlais à maman, comme on parle à quelqu'un qu'on a enfin compris. Je lui disais, « Tu vois, ton terrain n'aura pas été perdu. Il n'était pas en terre, mais en moi. » Je plantais des rosiers dans mon petit jardin, un pour chaque femme venue à l'atelier. Des fleurs simples, résistantes. Je leur donnais des noms. Lucienne, Élise, Marguerite, Jeanne. Chaque fois qu'une fleur s'ouvrait, j'avais l'impression qu'une voix s'élevait quelque part dans le vent. Un soir, Élise m'a demandé « Et ton frère, tu l'as revu ?» J'ai souri doucement. « Non, et c'est très bien ainsi. On n'a pas besoin de revoir ceux qu'on a enfin compris. » Je n'éprouvais plus ni haine, ni attente. Juste cette distance juste qui protège sans isoler. L'hiver est arrivé, avec son calme. Je tricotais le soir, en écoutant la radio, et parfois, je relisais des passages du Code civil. Pas par obsession, mais par reconnaissance. Ces articles qui m'avaient semblé si froids m'avaient finalement rendue vivante. Ils avaient été, à leur manière, ma corde de salut. Au printemps, j'ai reçu une lettre inattendue. Un courrier de Thomas, le fils de Paul. Il écrivait « Tante Claire, je voulais vous dire que j'ai tout lu. J'ai compris. Mon père a du mal à se regarder, mais il sait. Vous avez fait ce qu'il n'a pas su faire. Dire non sans hurler. J'espère venir vous voir un jour. » J'ai posé la lettre sur la table, émue.
J'ai murmuré. Merci, mon garçon. Le silence, quand il se transmet, devient sagesse. Ce soir-là, j'ai ouvert la fenêtre. L'air marin entrait, plein de sel et de lumière. Sur la table, la bougie vacillait, la même que celle que j'avais allumée après le jugement. J'ai compris que ma vie, désormais, tiendrait dans ces gestes. Écrire, écouter, transmettre. Je n'étais plus l'héritière déchue. J'étais devenue la gardienne d'une mémoire juste. Le soir, descend lentement sur la tranche. Les mouettes crient au-dessus du port. Le vent effleure les volets bleus et le parfum de l'océan s'invite dans la maison. Sur la table, mon carnet noir est ouvert à la dernière page. Je sens qu'il est temps de le refermer. Ce carnet, je l'ai commencé dans la peur. Je le termine dans la lumière. Entre les deux, il y a eu la honte, la colère, la solitude, mais aussi la lucidité, la patience, et ce mot que je n'osais plus prononcer, la justice. Pas celle des tribunaux, ni des papiers estampillés, non. La justice intime, lente, silencieuse, celle qui remet les âmes à leur place. Je regarde autour de moi. Rien n'a vraiment changé. Les mêmes murs, la même lampe, la même tasse. Et pourtant, tout est différent, parce que c'est moi qui ai changé. Je ne suis plus cette femme qui cherchait à être comprise, approuvée, justifiée. Je suis simplement celle qui sait. Dans le jardin, les rosiers ont pris racine. Le rosier de maman est le plus haut, presque sauvage. Les autres Marguerite, Élise, Lucienne s'entrelacent autour de lui, comme des témoins silencieux de cette renaissance. Je m'assois sur le banc, mon châle sur les épaules, et j'écoute le vent glisser à travers les branches. Chaque bruissement me semble porter une parole. Tu as tenu, Claire. Je ferme les yeux. Je revois tout. La salle du notaire, les papiers, la main tremblée, la voix de Paul, le tribunal, la mer. Toutes ces scènes forment désormais un seul fil, tendu mais solide. Ce fil, c'est celui de ma dignité retrouvée. Ce que j'ai appris, c'est que la vérité ne frappe pas, elle s'installe. Elle se glisse dans les gestes, dans la régularité du calme, dans la certitude de ne plus avoir à crier. Et cela, c'est une victoire qu'aucune somme, aucune excuse ne peut égaler. Je n'en veux plus à Paul. Son silence est sa punition. Le mien est ma paix. Il vit toujours à Niort, paraît-il, dans une maison devenue trop grande pour lui. Parfois, j'imagine qu'il ouvre un tiroir, tombe sur une photo de nous enfants et se demande où tout a basculé. Je ne lui souhaite pas la douleur, seulement la lucidité. C'est une justice bien plus exigeante. Dans mon petit pavillon, je reçois parfois des lettres de femmes que je ne connais pas. Des mots simples, souvent tremblés. J'ai vécu la même chose. Grâce à votre atelier, j'ai compris que je n'étais pas folle. J'ai relu mes papiers et j'ai enfin osé dire non. Je leur réponds toujours la même chose. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place. Je crois que c'est cela, la véritable réparation. Transformer la douleur en outil. Pas pour frapper, mais pour ouvrir. Ce soir, j'ai reçu un message de Thomas. Il m'écrit qu'il viendra la semaine prochaine, avec sa compagne. Ils veulent me rencontrer pour écouter l'histoire depuis le bon côté du silence. Je souris. Il ne sait pas que cette phrase, c'est tout un héritage à elle seule. Je me lève, je sors dans le jardin. Le ciel s'embrase d'un rouge doux, presque liquide. La mer reflète cette lumière comme un miroir d'or. Je m'avance jusqu'à la petite barrière, celle qui donne sur la dune. L'air salé me brûle les lèvres, mais c'est une brûlure vivante, presque joyeuse. Je sors le carnet noir, celui que j'ai promis de ne jamais rouvrir après cette dernière page. Mais je le relis une fois encore. Toutes ces lignes, ces preuves, ces colères muettes, ces dates, ces articles de loi, elles me semblent si lointaines maintenant, comme les cicatrices d'un corps qu'on a fini par apprivoiser. Je prends mon stylo, lentement, et j'écris. Ils ont voulu m'effacer d'un testament. Mais c'est moi qui leur ai rendu la vérité. J'ai été déshéritée, oui, mais seulement des illusions. Car l'amour, lui, ne se partage pas, il se transmet. Je referme le carnet. Je le pose sur le banc, près du rosier. Un pétale tombe dessus, comme un point final. Je me dis qu'un jour, quelqu'un le trouvera peut être. Un voisin, un passant, ou même Thomas. Et qu'en le lisant, il comprendra que la vraie victoire, ce n'est pas d'avoir gagné, mais d'avoir tenu sans se trahir. Je lève les yeux vers le ciel. La lumière se retire doucement, comme un rideau qu'on ferme sur la scène d'une vie.
Je respire profondément. La mer, au loin, bat encore, fidèle. Et dans ce silence parfait, je murmure pour moi seule, pour maman, pour toutes celles qui ont un jour été effacées. Le silence peut aussi être une forme de justice. Puis je rentre, doucement, sans me retourner. La porte se referme. Et dans la nuit qui tombe, tout est à sa place enfin.